Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à vous toutes et tous qui vous joignez à moi. Car l'heure de la communion est arrivée et Darlene Lozis, Manzé Choubla, comme vous le savez, est devant son écran pour communiquer avec vous. N'est-ce pas magnifique? Heureuse donc de discuter de choses sérieuses comme d'habitude parce qu'ici, on ne parle que de choses importantes. Je dois avouer que le sujet du jour pourrait susciter quelques controverses. Je m'attends à ça, mais toutefois, à tous ceux et toutes celles qui prendront leur temps pour regarder cette vidéo, alors je vous demanderai d'amener cette conversation à un niveau profond, plus profondément dans nos foyers, dans notre cercle d'amis et à un niveau plus objectif, voire avec les autorités respectives de nos gouvernements. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est temps qu'on commence à avoir des conversations franches, ouvertes, sans aucun préjugé et qu'on arrive à mieux se comprendre sur certains angles de ce qui nous sépare et de ce qui pourrait éventuellement nous rapprocher. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une anecdote et vous allez ensuite comprendre là où on va et pourquoi nous voulons avoir cette communication. J'ai été sur mon ordinateur en train de chercher quelques informations et je suis tombée sur un forum où un jeune homme cherchait avec véhémence et beaucoup d'amertume son pater. Il a expliqué qu'il a tout fait pour se mettre en communication avec cet homme emblématique, énigmatique. Et finalement, il a pu retracer son grand-père paternel ainsi qu'une de ses tantes. Alors, malheureusement, ils étaient obligés de lui dire que ton pater ne veut pas de toi, il ne veut pas entrer en communication avec toi parce qu'il a une famille maintenant et que tu n'as qu'à continuer ta vie. Et le gars écrivait son ressenti avec tellement de peine, tellement de désespoir que j'ai dû, ce que je ne fais pas généralement, intervenir. Alors je lui ai dit, écoute, tu fais ton chemin, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, à un certain moment, si l'univers le permet, il rentrera en communication avec toi. Sinon, tu ne peux que construire l'être que tu dois devenir. Tu le laisses tranquille, c'est son choix. Mais au moins, tu as cette capacité de dire que j'ai essayé. Tu peux t'enorgueillir de dire que j'ai essayé, il est juste con. Ouais, c'est ça, il est juste con. Il laisse traîner son sang quelque part, il ne veut pas savoir. Donc, au moins, tu auras la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. Et il était très heureux. Il m'a contacté en privé. On a gardé un petit peu le contact et j'espère que le peu que j'arrive à lui prodiguer en termes d'encouragement, d'amour de soi et tout ça pourrait l'aider éventuellement à devenir l'homme qu'il doit être. Un bon papa, un bon fils, un bon membre de la communauté. Bon, cela étant dit, on va continuer avec le sujet. Pourquoi j'amène ça? C'est parce que je vois la réalité que nous vivons. En fait, je peux faire la similitude entre ce jeune qui cherche éperdument son pater et la démarche de la diaspora des fils et des filles du continent Al-Kiboulan qui essayent à quelque niveau une connexion avec la mère, la mater, qui essaient de se connecter avec leurs frères et leurs sœurs. Dans certains cas, les bras sont ouverts. Dans d'autres cas, il y a un genre de timidité. Dans certains cas, on te dit carrément tu es un Muzungu et donc tu ne reflètes pas notre culture. Alors, c'est un peu compliqué, la conversation que nous allons avoir aujourd'hui, mais je crois que c'est nécessaire. Et dans ce cas de figure de ce jeune homme, généralement, 3 positions s'affrontent. La première, c'est que l'individu qui vit ce déchirement émotionnel va soit être dans la négation du lien, donc je ne connais pas cette personne, de toute façon je m'en fous, elle n'est pas là pour moi, elle m'a délaissé, elle ne voulait pas de moi, je m'en fous et je suis bien ainsi. On peut avoir un certain entêtement à trouver la personne, la mère ou le père biologique. C'est-à-dire on va entreprendre les démarches, on va essayer de voyager. On s'y met corps et âme en espérant que ce lien va à un moment donné se faire et que la vie va être encore plus belle et mieux remplie. Et le troisième cas de figure, c'est que il pourrait avoir une certaine indifférence.
Si cette personne se présente à moi, alors je vais ouvrir les bras et je vais l'accepter. Et là, la vie va être ce qu'elle va être parce que moi, je n'ai aucune attente. Et quand je regarde cette démarche identitaire, cette démarche de lien affectif, de lien tout court, de par l'histoire qui nous lie, et je suis très à l'aise de faire ce rapprochement avec la réalité de beaucoup d'entre nous qui vivons dans la diaspora. Et malheureusement, ces démarches peuvent décourager plusieurs d'entre nous. Et il suffit de bien comprendre l'histoire, de bien comprendre nos réalités pour se dire que ah, ok, il y a certaines incompréhensions, donc on peut les travailler. Donc vous voyez où je veux en venir. Pour mieux asseoir ce que je dis, je vais vous raconter mon tout premier voyage sur la terre d'Alkebulan. Alors, on avait décidé de voyager avec les enfants et c'était pour nous vital, nécessaire, voire impératif de faire ce voyage-là et d'avoir cette connexion, d'entamer cette connexion avec le continent Alkebulan et avec nos frères et nos sœurs. Pour vous dire très sincèrement, ça a été tout un travail parce que au niveau des ambassades, on ne pointe jamais du doigt parce qu'on veut tout simplement s'assurer que on ne porte pas préjudice à aucun de ces pays-là et ne pas toucher non plus la fierté de nos frères et de nos sœurs. Alors, le voyage au départ était un peu compliqué. Donc, les ambassades, l'information qui se trouve sur leur site internet n'est pas nécessairement ce que l'on nous donne, mais on s'est débrouillé quand même, on a fait travailler nos ménages et on a pu régler quelques petits soucis afin qu'on puisse voyager sans difficulté. En plus qu'on amenait 2 jeunes enfants, vous pouvez imaginer combien que c'était compliqué. Heureusement, avec beaucoup de tact, de diplomatie, quelques discussions sur l'histoire même, certains employés de certaines ambassades ont rendu la chose un petit peu plus simple pour nous. Ainsi, le voyage a été fait et pendant tout le processus, chaque pays visité a eu son lot de difficultés, si ce n'est pas au niveau administratif, ça a été en tout cas beaucoup à dire. Mais il reste que dans la majorité des cas, à 90%, ce fut un voyage libérateur. Un voyage où, premièrement, j'étais choquée de voir, mais toutes ces personnes nous ressemblent, en fait. Toutes ces personnes ont les mêmes mimiques, les mêmes façons de faire, les attitudes, la façon de parler. Seulement les langues qui étaient différentes. On avait le reflet de l'une l'autre. Et donc, ça a rendu les communications, le rapprochement beaucoup plus simple et les enfants étaient au paradis. Ils se sentaient chez eux comme quand ils allaient en Haïti. Et ce voyage a été aussi un voyage de reconnexion avec soi. Et je me suis sentie libérée. Libérée parce que je pouvais comprendre aussi pourquoi on avait tel ou tel comportement. Ce que je suis en train de vous dire, surtout pour ceux et celles qui vivent dans la diaspora, prenez le temps d'aller sur le continent mère. Prenez le temps de vous découvrir. C'est un voyage qui vaut la peine. C'est notre Mecque. C'est notre lieu de prédilection pour nous retrouver et retrouver l'être qui est endormi et qui a tant de frustration à cause du port et du trauma. Le trauma passé de génération en génération à cause de l'esclavage. Et je vais aussi en profiter pour dire à nos frères et nos sœurs du continent de prendre le temps de voyager ailleurs pour découvrir vos frères et vos sœurs qui vivent dans cette diaspora-là, qui ont beaucoup en commun avec vous. Il suffit de voir les choses autrement et de prendre le temps d'avoir une ouverture d'esprit pour mieux comprendre, mieux appréhender la raison pour laquelle nous agissons de telle ou de telle façon. Donc, ce voyage a contribué largement à mon sentiment d'affranchissement, à mon sentiment de libération et de relaxation. C'est comme si tout d'un coup, tout le poids que je portais était tombé. Ainsi, le voyage m'a amené à réfléchir plus longuement sur notre réalité et sur les raisons pour lesquelles le continent africain, les autorités africaines devraient prendre le temps de revoir leur administration. Il est important de rendre le voyage beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, surtout que les billets coûtent énormément, les billets sont exorbitants.
Les billets d'avion, je parle. Le billet étant coûteux, je dis que ce serait intéressant de pouvoir diminuer les coûts administratifs afin que nous puissions voyager plus librement, plus simplement. Et aussi ouvrir les frontières, arriver à atténuer les difficultés entre les frontières pour que nous puissions aussi sortir d'une frontière à une autre. J'ai fait quelques pays de l'Amérique du Sud et ils ont rendu plus accessible le déplacement des étrangers d'un pays à un autre parce qu'ils savent aussi que économiquement, c'est un apport significatif. Imaginez-vous tous ces enfants du continent Al-Keboulen qui décideraient de voyager, d'aller en Afrique. Le flux de l'économie qui pourrait être généré pour le continent, pour ces pays-là. Donc, ce n'est pas mauvais d'ouvrir et de rendre accessibles ces frontières. Déjà, il y a des échanges entre pays, entre groupes sur le continent. Donc, ça augmenterait encore plus l'achalandage et tout l'aspect économique sur le continent. L'achat, le commerce, les échanges, etc. Donc, on a à gagner, on a de rendre accessible et de permettre que dès qu'on voit le passeport, on se dit, ben, c'est un fils, c'est une fille et qu'on ouvre les portes pour que nous puissions profiter de cette terre qui nous permet de nous guérir aussi. Il y a une guérison à travers les voyages que nous faisons sur le continent. Et je crois que ce serait la même chose aussi et de part et d'autre. Faisons ça et ça aiderait énormément à cette reconnexion entre nous, à cette communication, à cette communion. Parce qu'en le faisant, on deviendra plus fort et on va aussi démanteler les perceptions, les préjugés, les discriminations qu'on a pu construire entre nous dues à la colonisation et à l'esclavage. Ce serait un plus, ce serait une manière gagnante-gagnante de faire profiter le continent aux enfants d'Al-Keboulen. Autre chose, c'est que ça atténuerait cette impression, cette manière de penser chez beaucoup de mes frères et sœurs antillais à l'idée que ce sont nos propres frères qui nous ont vendus. C'est des gens qui sont mauvais à la base. Alors que si on voyageait, on avait cette capacité de visiter, de comprendre un peu mieux l'histoire, on serait plus là à répéter cette baliverne, cette façon de penser qu'on est les seuls sur cette terre à être des vendeurs d'êtres humains ou des vendus ou des méchants. Dans tout groupe, il y a certaines personnes qui ont peur de souffrir. Il y a certaines personnes qui, pour un rien, sont capables de porter préjudice à leurs propres frères et à leurs propres sœurs, parce qu'il y a des lâches partout. Donc, je ne veux pas nommer certains pays ou certains groupes, mais on sait que dans certains cas, certaines personnes, par manque de courage, par manque de fierté, par manque de capacité humaine, ont livré leurs frères aux agresseurs. C'est des choses qui arrivent. Cependant, on peut toujours trouver une façon de régler ces problèmes. On va pas rester là à répéter ça à tue-tête comme quoi c'est ça qui va faire en sorte que les choses vont changer et que les torts qui ont été commis durant ce moment sombre, durant le Mahafa, va tout de suite régler nos problèmes. On est là pour trouver des solutions, nous rendre plus forts, travailler ensemble, régler les petites incompréhensions, travailler sur notre manière de faire maintenant parce qu'on a cette capacité de travailler sur le présent, voire influencer l'avenir. Et c'est ce que je pense qu'il faut faire maintenant. Et c'est pour ça que je fais un plaidoyer ouvert. Il faut qu'on arrive à construire nos pays de telle manière qu'on redevient indépendant et qu'on prenne nos propres décisions. Et en ce faisant, on va maintenant pouvoir adopter des lois, adopter des procédures administratives et légales permettant à toutes les filles, tous les fils du continent d'Al-Keboulen de se réunir, de mettre à profit leurs capacités intellectuelles, culturelles et autres pour que nous puissions devenir des êtres forts, des communautés jam, des communautés qui se supportent l'une l'autre. Et c'est le moment de le faire. On a là une opportunité au niveau géopolitique, on voit les choses se dessiner devant nous. C'est le moment d'être proactive, c'est le moment d'être proactif. C'est-à-dire que c'est le moment pour nous de revoir ce qui se passe à l'intérieur
de nos enclos, de dessiner les liens, les relations qui nous semblent naturels et pertinents et d'en prendre action. Et on est en train de bâtir. C'est le moment. Le moment est venu de se dire, on va se regarder en face. On va se dire les choses et c'est pour ça qu'il faut entamer les communications, les discussions entre nous. Ne plus avoir peur l'un l'autre. Ne plus avoir cette méfiance qui date de très longtemps et que maintenant, l'heure est venue de changer. Il faut modifier nos façons antérieures d'agir parce que ça n'a pas été bénéfique pour nous. Elles n'ont pas été bénéfiques du tout, du tout, du tout. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de marcher ensemble, comme tous les autres le font, n'est-ce pas? Donc, on peut le faire aussi. Sur ce, je pense que vous avez compris le message. J'espère que vous avez compris l'importance, la pertinence de revoir nos façons de faire et de se dire l'heure est à l'unité, l'heure est à la fraternité. On peut le faire si on veut. On peut revoir et reconfigurer cette géopolitique qui est là, dans l'immédiat. Vous avez tout compris. Alors, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Kevin Jam, Panagi. Ciao, ciao.